Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Journée protocolaire en Tunisie, c'est ce mercredi que se tient la prestation de serment du nouveau président Béji Caïd Essebsi. Il doit maintenant relever les défis auxquels le pays est confronté après près de 4 années de transition démocratique. Le combat contre le virus Ebola cristallise toujours l'attention du continent, mais d'autres maladies comme le cancer ou le paludisme continuent de faire des ravages. Nous verrons que les travailleurs de la santé s'attellent à la sensibilisation en proposant notamment des services de dépistage gratuits. Vers une légifération des loyers au Burkina Faso pour réguler ce secteur où le dernier texte date des années 90. Le gouvernement de la transition veut proposer un projet de loi qui plafonnera les prix des loyers. Mais avant de développer ces titres, coup d'État avorté en Gambie ce mardi. La tentative de putsch a été conduite par des militaires anciens membres de la garde présidentielle. Le président Yahya Jammeh, 49 ans, n'était pas présent lors des événements. Rappelons que ce dernier règne depuis 20 ans sur ce petit pays de moins de 2 millions d'habitants enclavé par le Sénégal. La Tunisie vient de clôturer une élection présidentielle disputée en 2 tours par les 2 candidats Béji Caïd Essebsi et le président sortant Mohamed Mounsef Marzouki qui s'est incliné. Béji Caïd Essebsi, élu le 21 décembre, prête donc serment ce mercredi devant l'Assemblée. À présent, de vastes chantiers attendent le président, comme nous l'explique Christelle Dayabaya. C'est la date du mercredi 31 décembre 2014 qui est finalement retenue pour la prestation de serment du nouveau président tunisien, Béji Caïd Essebsi. Aucun recours n'a été présenté au tribunal administratif jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dimanche 28 décembre 2014. À cela s'ajoute la proclamation officielle et définitive des résultats du second tour de l'élection présidentielle ce lundi par l'instance supérieure indépendante des élections. De vastes chantiers attendent le nouveau président tunisien. Il s'agira essentiellement de relever économiquement le pays et surtout faire face à la flambée des attaques terroristes. Les enjeux pour lui vont être absolument colossaux. Le chômage est galopant, la balance commerciale est désastreuse, les réserves en devises sont absolument calamiteuses et donc il y a besoin de redonner de la confiance, ne serait-ce qu'au plan économique. Au plan de la sécurité, c'est-à-dire que c'est un pays qui a une armée complètement déliquescente, une police qui n'est plus capable de maintenir de l'ordre et puis en définitive une population qui n'a plus peur et donc n'obéit plus. Il y a besoin de restaurer cette confiance-là. Au plan international, les enjeux sont là encore importants. La Tunisie a totalement disparu de la scène internationale, maghrébine, méditerranéenne ces dernières années. Autre défi à relever, préserver l'unité nationale. Béji Caïd Essebsi a été élu au second tour de l'élection présidentielle tunisienne avec 55,68% des voix. Par ailleurs, avant de prêter serment et devenir officiellement le président de tous les Tunisiens, Béji Caïd Essebsi devra démissionner du parti Nida Tounes dont il est le président. L'heure est au bilan. Cette fin d'année 2014 a été couronnée de riches événements politiques, économiques et sécuritaires. Le volet santé a lui aussi occupé une place importante sur le continent, à l'instar des remarquables découvertes scientifiques dans la lutte contre le paludisme, ainsi que des méthodes innovantes pour gérer divers défis médicaux, comme nous l'explique Christelle Dayabaya. En Afrique, l'année 2014 a été une année de défis dans le secteur médical. Les travailleurs de santé au Nigeria ont mis l'accent sur le traitement du cancer. À Lagos, une structure a été mise en place pour aider les populations à lutter contre la maladie. Les organisateurs sensibilisent et éduquent les femmes au sujet du cancer, proposant ainsi des services de dépistage gratuits à travers tout le pays. Nous recevons certains cas de cancer en phase terminale et nos médecins ne peuvent pas gérer ces cas. La majorité de nos femmes, quand elles arrivent pour un traitement contre le cancer, c'est déjà trop tard. Concernant la lutte contre le paludisme au Kenya, de grandes innovations ont été faites. Des scientifiques ont mis en place un nouveau système de cartes haute résolution. Ces cartes sont des instruments très importants pour informer les programmes nationaux sur les lieux où ils doivent cibler leurs ressources. Ils savent combien de personnes sont en danger, quelle est la taille de la population et quelle intervention leur conviendra le mieux pour contrôler la maladie.
Les progrès dans la lutte contre le paludisme sur le continent sont effectifs et perceptibles. Le rapport mondial annuel sur le paludisme a montré que le nombre global de décès dus à la maladie a chuté de façon remarquable de 47% entre 2000 et 2013. Le continent a également été secoué par la fièvre hémorragique Ebola. L'épidémie de fièvre hémorragique a fait 7000 morts sur un total de 18 188 cas enregistrés. À Djibouti, le gouvernement et l'opposition ont signé un accord ce mardi. L'Alliance au pouvoir, l'Union pour la majorité présidentielle et la plateforme de l'opposition de l'Union pour le salut national ont mis fin à la crise politique qui dure depuis les élections législatives de février 2013. L'accord a été paraphé par le Premier ministre Abdoukader Kamil Mohamed et le président de l'USN Ahmed Youssouf Oumed, en présence entre autres du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Mais que contient cet accord? Élément de réponse avec Badoul Hassan Badoul, secrétaire national à la sécurité et à la défense de l'UMP. Les points principaux, d'abord, dans un premier temps, c'est que l'opposition puisse regagner, les députés puissent d'abord regagner l'Assemblée nationale. Les 8 députés, donc il y avait déjà 2 qui siégeaient. Donc les 8 restants maintenant vont revenir à l'Assemblée nationale. Donc la deuxième chose, c'est la CENI, donc ce sera une CENI paritaire. Troisièmement, c'est le statut légal de l'opposition. Donc ce que stipule aussi l'accord cadre, c'est que une commission parlementaire sera constituée de 2 parties qui va poursuivre le dialogue. En gros, c'est ça, c'est surtout il faut que, en tout cas, la bonne démarche donc de ce dialogue puisse, en fin de compte, parvenir aux résultats souhaités par les 2 parties. Donc, le plus important est qu'il faut consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. C'est une initiative qui intrigue. Plusieurs responsables de groupes armés centrafricains ont été invités à Nairobi, la capitale kenyane. Les anciens présidents Michel Djotodia et François Bozizé seraient également sur place. Et selon le porte-parole de la présidence kenyane, il s'agirait d'un processus se déroulant sous l'égide de l'Union africaine. Les autorités centrafricaines de transition disent pourtant ne pas avoir été associées. Les explications d'Ibrahim Ndiaye. Des négociations à Nairobi sur la Centrafrique sans les autorités de Bangui. Des responsables des groupes armés centrafricains composés d'une délégation de l'ex-coalition Seleka et des chefs anti-Balaka seraient en conclave à Nairobi, au Kenya, pour des négociations. Seul bémol, mais pas des moindres, les autorités de Bangui n'y sont pas associées. Elles ignorent en effet les motifs de cette rencontre. Au niveau de l'autorité nationale et que moi qui les représente déjà en Afrique australe, on est tous étonnés d'apprendre qu'il y a des négociations qui sont en cours à Nairobi et que tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas, sauf ceux qui sont supposés, ceux qui sont élus pour gérer la nation et gérer la transition. Donc les autorités nationales, bon, c'est dommage et c'est regrettable qu'on puisse mener des actions parallèles. Nous, on n'est pas au courant. Je n'ai pas été informé par Bangui et les renseignements que j'ai essayé de prendre aussi au niveau de Bangui. Personne n'est au courant. Les anciens présidents Michel Djotodia et François Bozizé seraient également aperçus dans les lieux. Pour les autorités de la transition, le dialogue inclusif se poursuit à travers le Forum national qui aura lieu au mois de janvier 2015. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un seul cadre qui a été fixé pour le dialogue, c'est le grand Forum national qui aura lieu dans quelques semaines. C'est le seul cadre officiellement reconnu au niveau national par les autorités et par les différents partenaires de la RCA. Certainement qu'il y a des amis de la RCA ou, je ne sais pas, on espère bien que ce sont des amis de la RCA qui ont pris cette initiative-là et on espère de tout cœur que ce type d'action ne va pas encore contribuer à créer plus de confusion dans le processus politique. Nous devons tous aujourd'hui nous mobiliser pour nous dire une seule chose. Il faut de la stabilité à la transition. Il faut surtout pas qu'il y ait des actions qui déstabilisent la transition à l'heure actuelle. Il nous reste quelques mois
pour arriver à la fin de cette transition. Nous commençons à voir le bout du tunnel. Sur le plan diplomatique, les autorités kenyanes ont annoncé avoir nommé un médiateur, l'ancien président de l'Assemblée, Kenneth Marande. Un projet de loi pour réguler les locations privées au Burkina Faso. Les coûts des loyers ont connu une hausse considérable au cours des 10 dernières années. Une situation difficile pour les locataires que les autorités de transition veulent à présent réguler. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le secteur immobilier au Burkina Faso, caractérisé par une inflation régulière des prix des loyers, pourrait connaître de nouvelles réformes. Les coûts des loyers ont connu une hausse considérable au cours des 10 dernières années. Une situation difficile pour les locataires. Selon une étude sur le logement locatif privé au Burkina Faso, commanditée par le ministère en charge de l'urbanisme, les charges liées à la location ne respectent pas toujours les normes en vigueur. Pour pallier cette insuffisance, un projet de loi sera bientôt soumis aux parlementaires pour réguler un secteur qui est en pleine croissance. Nous allons préparer un texte qui va fixer les prix des loyers en tenant compte bien sûr d'un certain nombre de caractéristiques, de sorte que quelqu'un ne vienne pas augmenter le prix du loyer tout simplement parce qu'on a fait un goudron à côté de son domicile, comme s'il y avait participé. Environ 78% des bailleurs au Burkina ne proposent pas de contrats écrits aux locataires et la majeure partie ne se déclare pas au service des impôts. Du côté des populations, les réactions sont mitigées. Si pour certains cette loi va réguler les prix, d'autres estiment qu'elle remettra en cause la liberté d'entreprise. Ça va bien sûr toucher à des questions, on va dire, de propriété et de liberté aussi d'entreprendre. Donc moi je pense qu'il faudra vraiment regarder ça à la loupe. Et je pense que cette loi devrait faire sortir un document que chaque bailleur doit signer au niveau des divisions fiscales. Le dernier texte réglementant le secteur immobilier au Burkina date de 1989. Le taux d'urbanisation estimé aujourd'hui à 20% pourrait atteindre 35% à l'horizon 2026 selon plusieurs estimations. Pour certains observateurs, l'État devrait investir dans les habitations à loyer modéré pour résoudre ce manque criard de logements. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.